Bienvenue chez le compteur. Aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit Nuclear Revenge. L'histoire d'aujourd'hui est postée par NMWNM. Cette histoire commence il y a 31 ans, mais la partie vengeance est une pure sérendipité, un hasard, qui a commencé il y a 2 ans. Je vais raccourcir la plupart des parties, parce que c'est une histoire de dingue. J'ai beaucoup appris au cours de cette aventure, et la raison de ce post est en partie de le partager avec d'autres. Le début. En 1990, alors que je venais de sortir du collège et que ma sœur était encore en primaire, mon père a rencontré sa 3e femme, dans la seule station-service de notre ville. Ils ont rapidement emménagé ensemble, et mon père nous a abandonnés dans notre appartement en sous-sol pour vivre sur un bateau-cabane afin de vivre avec elle. Il se présentait toutes les 2 semaines et me donnait 40 $ pour les courses. Finalement, quelqu'un a réalisé la situation et a appelé ma mère. Nous sommes allés vivre avec elle, ce qui était, croyez-le ou non, pire. Mon père et sa mégère se sont mariés en 1991. Peu de temps après, elle m'a appelé pour me dire que la tumeur au cerveau de mon père était revenue. Ce n'était pas le cas. Et qu'il ne pouvait pas supporter le stress de notre présence. Les seules personnes dont il pouvait supporter la présence étaient elle et son fils, Shorty, qui avait mon âge. Lorsque j'ai appelé mon père pour lui demander si c'était vrai, il m'a répondu que ce n'était pas le cas et qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle ait pu dire ça pour commencer. Ce fut l'une de nos dernières conversations, jusqu'à il y a 2 ans. Le milieu. Il n'y a pas grand-chose dans cette partie. J'ai travaillé jusqu'à l'université, vivant de temps en temps dans ma voiture. Mon père et moi n'avions plus de contact, mais j'ai appris par la famille qu'il avait acheté une maison et fait suivre à son fils des cours de formation professionnelle. Quand ma grand-mère est morte, Shorty et Mégère sont arrivés en camion et ont pris tous les meubles et tout ce qui n'était pas attaché ou déjà pris. Finalement, je n'ai plus eu de contact avec ce côté de la famille de mon père. J'ai lutté pendant des années, des décennies en fait, mais je m'en suis sorti, et j'ai un bon travail et une bonne famille maintenant. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre, non ? L'échauffement avant la fin. Il y a 2 ans, en octobre 2019, j'ai reçu un appel du frère de mon père, Allen. Il m'a dit que mon père était dans une maison de repos, dans un autre état. Génial, et que je devais aller le voir parce qu'il avait besoin de mon aide. Hein ? Shorty l'avait ghosté. La maison de repos, par coïncidence, était à environ 20 minutes de chez moi. J'ai vu une opportunité et j'y suis allé. Les retrouvailles ont été décevantes. Je ne voulais pas faire amende honorable, mais je voulais entendre comment il s'est retrouvé largué et tout seul dans un autre état. Et c'était une très bonne histoire. Mégère a eu un cancer du poumon et a mis mon père dans une maison de repos avant de mourir en 2017. Elle a souffert et j'étais heureuse de l'apprendre, mais triste que ce ne soit pas un cancer du cul. Shorty est devenue le représentant par procuration de mon père quand elle est morte, et avait rendu visite à mon père, vécu dans la maison de mon père avec ses 2 enfants, et pris soin des affaires de mon père depuis la mort de sa mère. Mais maintenant, il était absent, et mon père s'inquiétait pour lui. Il m'a demandé de faire 1h30 de route pour aller chez lui et vérifier que tout va bien. C'est tout ce qu'il voulait. Il ne m'a même pas demandé comment j'allais. J'ai accepté d'y aller. Je pensais que c'était par curiosité morbide. Je n'avais jamais été dans la maison de mon père. Je voulais voir où il avait vécu avec sa vraie famille pendant 30 ans. Je voulais voir ce qu'aurait pu être ma vie. C'était 50 nuances d'une hutin d'horreur. L'herbe n'avait pas été coupée de tout l'été. On ne pouvait pas atteindre la porte d'entrée à cause des broussailles. Il y avait 3 pick-up dans la cour. 2 étaient pleins d'ordures. Cabine, benne et siège arrière. Juste des ordures. Courrier, vêtements, papier, chaussures, sacs poubelles. Je ne pouvais pas comprendre. Le SUV de mon père, adapté aux handicapés, avait ses 4 roues à plat et était plein d'ordures lui aussi. Je n'avais pas de clé, alors j'ai fait le tour en marchant. D'après les fenêtres par lesquelles j'ai pu regarder, l'intérieur était en désordre et entassé à mort. Sur la porte d'entrée et celle du garage, il y avait des dizaines d'avis de la ville indiquant qu'ils allaient condamner l'endroit. Le garage était également encombré. Des boîtes et des boîtes empilées les unes sur les autres, la plupart pourrissant à cause de la pluie. La cour était pleine d'ordures, des décorations de Noël cassées, d'autres chaussures, des outils rouillés, de vieux jouets. Il y avait une lettre dans la boîte aux lettres, l'informant que puisque la maison était abandonnée, le courrier ne serait plus distribué. Cette nuit-là, j'ai cherché sur Google comment obtenir une procuration et à quoi ça servait. Je suis revenu le lendemain,
et j'ai montré à mon père, alité, les photos sur mon téléphone. Il a juré de « botter le cul de Shorty », puis m'a demandé de l'aider davantage. Je lui ai dit que je le ferais, mais qu'il devait me signer une procuration. Tout ça durable, financière et médicale. S'il ne le faisait pas, il pourrait se débrouiller tout seul. Il a accepté, et j'ai donc entrepris de trouver un avocat qui se rendrait dans un autre état pour remplir la paperasse dans la maison de repos. Béni soit cet avocat pour être si bon dans son travail, parce que tout ce que j'ai fait, c'est lui dire ce que je savais, et il a composé une procuration à toute épreuve. C'était plein de choses dont je ne savais même pas que j'aurais besoin. Il a aussi rempli la paperasse pour révoquer la procuration de Shorty. Et maintenant, je suis inarrêtable. Nous venons d'une petite ville rurale, et c'est le genre d'endroit effrayant et enclavé qui, peu importe combien de temps tu es parti ou à quelle distance tu es allé, quand tu y retournes, tu vois quelqu'un que tu connais. Même si vous ne savez pas que vous les connaissez. C'est comme jouer à 7 Degrees of Everybody, tout le temps. C'est étouffant, mais ça peut aussi être utile. Le début de la fin. Je suis arrivé au travail le lendemain matin. Je ne savais pas à quel point la terre serait brûlée quand j'aurais fini, et je ne voulais pas que Shorty ou quelqu'un de sa famille prolifique et consanguine essaie de me trouver. Alors je me suis assuré que rien de ce que je faisais ne portait mon nom. J'ai ouvert un compte Google pour mon père et obtenu un numéro Google. J'ai ouvert une boîte postale pour lui dans sa ville. J'ai rempli un avis de réexpédition du courrier. J'ai consulté son rapport de crédit. J'ai apporté la procuration à la banque de la petite ville de mon père, changé l'adresse sur ses comptes et obtenu de nouveaux numéros de compte. J'ai demandé des copies de toutes les transactions effectuées depuis le jour de la mort de Mégère, soit environ 13 mois. Le lendemain, j'ai dû me rendre à la succursale principale à 2 heures de chez moi pour récupérer les dossiers. Je suis resté assise tout l'après-midi dans le hall à examiner le compte. J'ai coincé un représentant du service et j'ai eu droit à un cours intensif sur ses débits et ses dépôts. C'est là que j'ai compris l'étendue de la stupidité stupéfiante de Shorty. Mon père touchait environ 5 000 $ par mois en invalidité et en sécurité sociale. 2 fois par semaine, Shorty allait dans une agence et retirait de l'argent, tout en liquide. Pendant 13 mois, et chaque fois qu'il le faisait, en tant que représentant, il devait signer un formulaire indiquant qu'il agissait au nom de mon père, et ce formulaire était notarié par la banque. J'ai passé en revue tous les retraits, et j'ai fait confirmer par la banque que chacun d'entre eux avait été effectué par Shorty. Je suis allé à la maison et j'ai appelé un serrurier. Je savais que c'était dans un sale état, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait là-bas. Il a ouvert la première porte, et la puanteur s'est répandue comme un banc de brouillard. On a tous les deux étouffé. 2 serrures plus tard, j'étais tellement gêné par ce qu'il avait dû voir et sentir que je lui ai donné un pourboire de 60 $. Et avec de nouvelles clés brillantes en main, j'ai appelé les flics. Je leur ai dit que j'étais la représentante de mon père, que je vérifiais sa maison et qu'il y avait 3 véhicules qui ne lui appartenaient pas. Il m'a demandé si je savais à qui ils appartenaient. J'ai répondu que non, que je voulais les faire enlever. Il m'a dit d'appeler une fourrière et qu'il les rencontrerait sur place. Ils sont arrivés avec 2 dépanneuses. Le gars de la dépanneuse est sorti et m'a demandé une signature. Je n'ai signé que mon prénom. Pendant que je signais, il a demandé « Connaissez-vous Shorty ?» Fonctionnant à la haine pure à ce point, je me suis surprise moi-même. « Vous le connaissez ?» j'ai demandé. Il a dit que oui et que c'est un honnard. J'ai répondu « Il pourrait l'être. Et tu peux me rendre un service ? Si tu le vois, dis-lui que Hopi vient pour lui. » Sa bravade s'est évaporée. Il sait reconnaître une folle furieuse quand il en voit une. Ils ont remorqué les pick-up. Quand tout le monde est parti, j'ai ouvert la porte du garage pour jeter un coup d'œil. Le soleil se couchait et il faisait sombre dans la maison. J'ai entendu quelque chose de faible, et après quelques secondes, j'ai réalisé que c'était les cafards et les rats qui faisaient leur truc de cafards et de rats. Je pouvais sentir l'odeur dans mes cheveux. Je me suis assise sur les marches du garage et j'ai regardé le soleil se coucher. J'étais folle. J'étais tellement en colère que 72 heures ont suffi pour dissoudre 3 décennies. Et j'étais là, à puer, à écouter les rats et à nettoyer la herde des autres. J'ai pris du temps loin de ma famille. Et pourquoi ? J'ai eu une réalisation. Je pouvais soit tirer ma révérence maintenant, soit redoubler d'efforts. Et le truc, c'est que je suis tenace, jusqu'au point où ça en devient un défaut. Je devais l'être pour survivre, et c'était un os que je ne voulais pas lâcher. L'idée que la vie de Shorty soit bouleversée,
que sa seule source de revenus, probablement, disparaisse littéralement du jour au lendemain, et que mon père doive entendre de ma bouche qu'il est fauché et seul me donnait le tournis. Je voulais désespérément qu'ils perdent tous les deux ce qui leur restait. Alors j'ai décidé que j'allais tripler la mise. Cette nuit-là, j'ai cherché sur Google les ordonnances restrictives. Et c'était étonnamment facile d'en obtenir une. Je suis allé au tribunal de ma ville natale, au bureau du greffier, et je lui ai dit que j'avais besoin d'une ordonnance restrictive. J'ai rempli le formulaire à une petite table branlante pendant que j'étais là. Je n'étais pas préparé à voir un juge ce jour-là. Mais elle a pris le formulaire et a dit « Ok, je vais voir si le juge est encore là. » Ça m'a fait un peu peur. Elle m'a emmené dans son cabinet, et pendant que j'attendais, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu qu'il y avait des certificats d'appréciation accrochés de divers groupes d'anciens combattants. J'ai essuyé mes paumes, et j'ai pensé « c'est du tout cuit ». Il m'a posé des questions sur le passage de mon père dans les Marines, et sur le logo du bureau du département de la Défense sur mon pull. Il a lu mon formulaire et a accordé l'ordre temporaire. Je devais revenir pour l'ordonnance permanente, où Shorty pourrait s'y opposer. Puis je suis rentré chez moi, et j'ai fait des recherches sur les entreprises spécialisées dans les déchets biologiques, et les lois sur la maltraitance des personnes âgées dans mon état. J'ai engagé une société de nettoyage de déchets biologiques pour enlever toute la herde de la maison pour 7000 $. J'aurais payé le double. Ils ont trouvé le chien momifié de mon père sous des boîtes à pizza dans la chambre principale. Ils m'ont envoyé des photos et ont récupéré quelques papiers. Shorty a reçu la convocation pendant ce temps et une audience a été fixée. Je me suis mis au travail, à collecter et à documenter la herde de la maison. J'ai fait des photos et des tableaux de calcul et des calendriers avec des références croisées parce que, bordel, maintenant ils avaient toute mon attention. Pendant mon temps libre, je suis allé à la maison de repos et j'ai donné à mon père des copies 8x10 des photos de son chien mort, sous tous les angles. Avant le tribunal, je suis allé au poste de police voisin et leur ai dit que je voulais signaler un crime de maltraitance envers les personnes âgées. Un inspecteur en col blanc est venu et m'a dit que c'était une affaire domestique et puisque Shorty était représentant, tout ce qu'il avait fait était légal. Et c'est ce jour-là que j'ai eu l'occasion d'enseigner à un inspecteur de petite ville les responsabilités financières d'un représentant. Merci Google. Je lui ai remis une copie de la loi avec les sections applicables surlignées. Je lui ai remis un épais dossier contenant des relevés bancaires, des photos de la maison abandonnée et du chien mort, une copie du rapport de crédit de mon père qui montrait qu'il avait des dizaines de milliers de dollars de dettes, et une feuille de calcul listant chaque retrait d'argent avec un total des montants volés. Le grand total était d'un peu plus de 130 000 $ en espèces, sans compter la valeur perdue de la maison et les cartes de crédit qu'il a ouvertes et utilisées. Je lui ai dit qu'il pouvait garder ce dossier, puisque ce n'était pas le seul que j'avais. Puis je lui ai dit que j'attendrais un numéro de dossier, et je me suis assise. Il est revenu environ 30 minutes plus tard, s'est excusé et a dit que j'avais une affaire et m'a donné un numéro de dossier. Puis je me suis dirigé vers le palais de justice. La fin. Il y avait d'autres personnes là-bas, et j'ai dû attendre mon tour. Et pendant que j'attendais, ce stupide honnard a traîné tout seul son cul tout mou et manifestement, littéralement et non métaphoriquement, sale, dans la salle d'audience. Ses chaussures n'étaient pas attachées, et ça m'a fait glousser. Puis ce fut notre tour, et nous nous sommes levés. Le même juge m'a posé quelques questions. Il lui a posé quelques questions, et m'a demandé si j'avais des preuves. J'en avais un dossier très épais. Le juge m'a demandé si j'étais allé à la police. Eh bien, oui monsieur, je l'ai fait. Vous avez un numéro de dossier ? Du coup, l'ordonnance restrictive a été accordée, de façon permanente et à vie. Mais pas avant que le juge n'interrompe la procédure et ne dise à Shorty qu'il avait besoin d'un avocat. Quelqu'un m'a dit que le tribunal aurait une copie du DD 214 de mon père, papier de décharge. Alors, pendant que j'étais là, j'en ai obtenu une copie. Parce que, pourquoi pas. J'ai également utilisé ma procuration pour retirer mes jères de l'acte de propriété de la maison. De cette façon, si mon père mourait et que la maison était homologuée, Shorty n'aurait pas de droit immédiat. J'ai également obtenu des copies de l'acte de naissance de mon père et de l'acte de décès de mes jères. Techniquement, les beaux enfants ne peuvent pas demander cette information. Mais l'employé qui m'a servi a reconnu le nom de mon père et m'a dit qu'elle avait perdu sa virginité avec mon oncle Allen dans les années 60, et qu'elle était allée aux funérailles de mes grands-parents. J'ai donc obtenu tous les formulaires que je voulais. Mégère a laissé à mon père 50 000 $ d'assurance vie,
Il en restait environ 35 000, puisque Shorty dépensait l'argent de mon père et non celui de sa mère. J'ai donc ouvert un nouveau compte et transféré chaque centime sur ce compte, puis j'ai mis en place des transferts récurrents pour les dépôts mensuels. À tout moment, il n'y avait pas plus de 100 $ sur ce compte. J'ai aussi trouvé un retapeur de maisons, les gars qui achètent des maisons pour les retaper et les revendent à profit, qui m'a payé assez pour rembourser son hypothèque. C'est ça le problème avec l'homologation. Il n'y a pas de quoi se battre s'il n'y a rien. Et j'ai fait en sorte qu'il n'y ait rien. Mon père est mort en pensant qu'il possédait encore une maison. En parlant de ça, c'est à ce moment que j'ai trouvé les polices d'assurance vie de mon père. Elles étaient à jour et Mégère était le bénéficiaire. Ma procuration ne me permettait pas de changer les bénéficiaires, mais il me permettait de les assigner. Et puisque Mégère était morte, il n'y avait techniquement aucun bénéficiaire. C'est là que les certificats de décès ont été utiles. J'ai assigné ma sœur et moi comme bénéficiaires. Irrévocable aussi, ce qui signifie que le seul moyen de changer cela est que mon père et moi et ma sœur soyons d'accord. J'ai laissé mon père dans l'ignorance de tout ça. La seule chose qu'il savait vraiment était l'ordonnance restrictive et son chien mort. J'ai découvert qu'il avait acheté la tombe à côté de Mégère et qu'il voulait être enterré à côté d'elle. Ça n'allait jamais arriver. J'ai fait des recherches sur les cimetières nationaux et j'ai découvert qu'il pouvait être enterré dans l'un d'entre eux puisqu'il était un vétéran handicapé de l'ère du Vietnam. Donc, je me suis arrangé pour ça à la place. Toutes les cerises sur le gâteau. Mon père est mort en juin de cette année et j'étais là. Il est enterré dans un cimetière national très éloigné où personne n'ira jamais le voir. La seule notice nécrologique que j'ai publiée était sur le site web du funérarium, et ce, uniquement à des fins d'assurance. Je l'ai écrite aussi vaguement que possible. Il n'y a pas eu de service funéraire, son urne est violette, la couleur qu'il détestait le plus. En août, j'ai reçu un appel du bureau du procureur de ma ville natale. La dame, à l'autre bout du fil, est mariée à mon cousin Germain, parce que bien sûr, elle l'est. C'est comme ça que ça marche là-bas. Shorty a été arrêté juste après minuit, le 1er juillet. Il est toujours en prison et avait été mis en accusation pour maltraitance de personnes âgées. Il risque 10 ans dans une prison de sécurité maximale où la savonnette risque de lui échapper souvent. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que le procès ait lieu de sitôt, car cela peut prendre jusqu'à 3 ans. Je lui ai dit que c'était génial, puisque l'incertitude le hantera, je l'espère. Et après tout ça, il a encore la prison devant lui. Il a perdu ses enfants, il a perdu son père, je dépense l'argent du cancer de sa mère, il a perdu sa maison et ses pick-up, il n'a aucun crédit et ne pourra jamais obtenir un emploi décent et ne pourra pas, j'espère pour longtemps, trouver un endroit décent pour vivre. Et je dors comme un foutu bébé. Eh ben dis donc, copie, ça c'est de la vengeance. J'ai pas envie de me retrouver sur ton chemin. En tout cas, content que toi t'aies une bonne vie de ton côté, et bonne continuation. Cette histoire est postée par Anonymous Enemy. Pour faire simple, j'étais une petite merde quand j'étais enfant. J'avais l'habitude de voler les magasins et la famille, de jurer et de jeter des objets sur des gens qui marchaient au hasard dans la rue. Je fumais depuis l'âge de 12 ans, et je me foutais de tout le monde, sauf de mes amis. Ils étaient ma vraie famille, ou du moins, c'est ce que je pensais, et notre groupe de 5 causait des problèmes tous les jours. Mes parents, bien qu'ils m'aient dit plus tard qu'ils auraient dû être plus efficaces avec leur discipline, n'étaient pas vraiment à blâmer. J'étais juste un enfant perturbé. J'avais l'habitude de penser que faire toutes ces choses me rendait cool. Je ne peux pas vraiment décrire le sentiment de supériorité que je ressentais lorsque je faisais peur à des adultes, mais je me sentais puissant, et le pouvoir était quelque chose que je recherchais quand j'étais plus jeune. Je pourrais continuer à parler de mes méfaits, mais le fait est que j'étais cramé de la cervelle. J'ai fait amende honorable là où je le pouvais et à qui je le pouvais. Mais vous n'êtes pas ici pour l'autoflagellation, vous êtes ici pour la vengeance. Pour faire court, quand j'ai eu 16 ans, mes parents en ont eu assez, et malgré toutes mes crises de colère et mes cris, et même quelques violences physiques contre mon père, ils ont décidé de me mettre dans une école pour jeunes en difficulté. J'appelle cela une école, mais il s'agissait en réalité d'une institution militaire qui enseignait la discipline de la manière la plus brutale qui soit, tout en proposant des cours d'alphabétisation et d'arithmétique. Sans entrer dans les détails, je dirais que cette école m'a changé. Alors que j'étais agressif, violent, arrogant et presque meurtrier lorsqu'on m'a jeté sur le pas de la porte, les hommes qui dirigeaient ce camp m'ont brisé. J'y suis resté un peu plus d'1 an. Pas d'appel téléphonique, pas de visite à la maison, pas d'accès au monde extérieur. Pendant une année entière, ce camp et ses moniteurs, ces hommes durs à cuire, m'ont appris à quel point j'étais une tâche de merde.
À la fin de mon deuxième été, j'avais changé. Je m'étais battu, j'avais crié et je m'étais fait botter le cul plus de fois que je ne peux le compter, mais j'ai fini par être vaincu. Ces hommes m'ont appris que les vrais hommes n'agissent tout simplement pas comme je le faisais, et que le type de chemin que je suivais me mènerait en prison ou à la mort. Ils étaient brutalement honnêtes à ce sujet. En particulier le conseiller J. À la fin de mon séjour, je considérais J comme un second père. Bien que je l'ai détesté au début pour m'avoir fait me sentir inférieur. Il m'a vraiment rendu service en m'apprenant à quel point mon comportement était toxique, et à ce jour, je le considère toujours comme une sorte de héros. C'est lui qui m'a jugé prêt à rentrer chez moi. Mais l'histoire devient vraiment longue, alors venons-en à la vraie histoire. Lorsque je suis rentré chez moi, j'étais passé d'un petit violent à un jeune homme plutôt civilisé, prêt à affronter ma dernière année de lycée. J'étais nerveux à l'idée d'y retourner, car je m'étais adapté au mode de vie de l'école disciplinaire, mais j'étais aussi très enthousiaste. Mes amis me manquaient, et j'espérais qu'ils m'accepteraient, malgré le fait que je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis plus d'1 an. Et à mon grand soulagement, j'ai été accepté à bras ouverts. L'un de mes amis les plus proches avait déménagé dans un autre état pendant mon absence, mais les 3 autres étaient ravis de me revoir. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai pris mes marques, et je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux en dehors de l'école. Mes parents testaient en quelque sorte le degré de maturité dont j'avais fait preuve depuis mon retour et fixaient des limites à mes sorties, à la durée de celles-ci, aux endroits où je pouvais aller, etc. J'étais déterminé à leur prouver que je n'étais pas le même connard qui leur avait gâché la vie pendant toutes ces années. Alors j'ai suivi leurs règles et je n'ai vraiment parlé à mes amis qu'à l'école. Tout cela est important car il s'est passé ce qui a suivi. J'avais rejoint l'équipe de foot américain de l'école dont faisaient partie mes 3 amis et, un soir, après l'entraînement, tous mes coéquipiers étaient dans le vestiaire. En sueur et sale, mais content d'eux. Je riais et discutais tellement avec mes 3 meilleurs amis que je n'avais pas vraiment remarqué que nous étions les derniers dans le vestiaire. Mais c'est à ce moment-là que la conversation a commencé à mal tourner. L'un de mes amis, que j'appellerai ami 1 pour simplifier, a commencé à me parler d'une fête universitaire à laquelle ils prévoyaient tous d'aller, et du fait qu'ils s'incrustaient dans les fêtes universitaires depuis quelques mois déjà, puisque c'était un accès facile aux filles et à l'alcool. J'hésitais, parce que je ne pensais pas que mon père et ma mère seraient d'accord pour me laisser y aller, mais ami 1 a commencé à parler de cette fille qu'il avait l'intention d'inviter. Une fille qui allait à la même école que nous, mais avec laquelle je ne pensais pas que ami 1 avait une vraie relation. Je la connaissais, mais je ne la connaissais pas. Il a commencé à dire à mes autres amis et à moi-même qu'il essayait de la mettre dans son lit depuis un moment, et qu'elle n'arrêtait pas de trouver des excuses. Alors, il prévoyait de l'emmener à la fête, pour enfin baiser. Lorsque je lui ai demandé, sur le ton de la plaisanterie, « Pourquoi es-tu si sûr qu'elle ne te rejettera pas à nouveau ?» Il m'a regardé droit dans les yeux, et a prononcé avec autant de désinvolture que possible la phrase la plus effrayante que j'ai jamais entendue de toute ma vie. « Je vais juste glisser quelque chose dans son verre, ça va la détendre, pas de problème. » Au début, j'ai ri maladroitement, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, mais il ne riait pas avec moi. Quand je lui ai demandé s'il était sérieux, il m'a dit qu'il en avait marre de ces conneries, et qu'il savait qu'elle ne faisait que le mener en bateau, et que les pilules ne feraient que faciliter les choses. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai quitté la conversation assez rapidement, et suis rentré chez moi aussi vite que j'ai pu, probablement en grillant plusieurs stops, mais je ne m'en souviens pas. J'ai passé toute la nuit à me convaincre que mes amis ne faisaient que s'amuser. Quelques jours plus tard, la conversation dans les vestiaires est pratiquement oubliée, bien qu'ils n'aient pas cessé de parler de la fête, et qu'ils aient insisté pour que je me faufile et que je les rejoigne. Je me suis fait traiter de mauviette à plusieurs reprises pour leur avoir dit que je n'y allais pas à cause de mes parents, mais encore une fois, je l'ai balayé d'un revers de main. Et puis... c'est là que c'est devenu la merde. Au cours d'une nouvelle séance d'entraînement après l'école, nous nous retrouvons être les tout derniers dans les vestiaires. Et là, ami 1 fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé en 1000 ans. Alors qu'ils parlent tous les 3 de la fête depuis le début, ami 1 commence à fouiller dans son sac de sport. Il nous dit à tous « Regardez ça !» et lance à ami 2 un petit sachet de pilules roses. Immédiatement, je sens le sang se retirer de mon visage, et comme une bombe qui explose dans ma tête, une voix dans mon esprit crie « Putain de merde, c'est vraiment en train d'arriver ! C'est sérieux ! Putain de merde !» Il est vraiment difficile de décrire ce que j'ai ressenti lorsque ami 1 a commencé à expliquer en détail comment il prévoyait d'inviter la fille à la fête, de glisser quelque chose dans son verre et de profiter de la chambre d'un des membres de la fraternité pendant quelques heures. J'étais malade. J'aurais pu littéralement projeter tout ce que j'avais dans l'estomac sur le sol en les écoutant tous les 3 parler de la façon dont la fête allait être géniale après avoir décrit la façon dont ils prévoyaient de violer une fille. Je n'en pouvais plus et je me suis de nouveau enfui. J'ai fini par vomir plus tard dans la nuit, en me remémorant ce que je venais de voir. Je n'arrivais pas à y croire. Ces 3 garçons étaient mes amis depuis 15 ans. Je les considérais comme ma propre famille. Je pensais les connaître mieux que quiconque. Mais 1 an loin d'eux, et ça? Je vous avoue que j'ai fondu en larmes ce soir-là. Je n'ai pas honte de l'admettre.
Ce dont j'ai honte, c'est du temps que j'ai mis à me ressaisir et à gérer la situation. Je savais que j'aurais dû en parler à quelqu'un, mais d'une certaine manière, ma loyauté était toujours mise à mal. Ne m'en voulez pas, je sais maintenant ce que j'aurais dû faire, mais j'avais 17 ans, et il s'agissait de mes meilleurs amis. Je ne voulais pas qu'ils aient d'ennui, mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette merde. Alors au lieu de rapporter tout ce que j'avais entendu à un adulte comme une personne normale, j'ai décidé de régler ça tout seul. Je suis donc allé voir Ami 1, et je lui ai dit de ne pas faire ce qu'il avait prévu. Je lui ai dit que c'était stupide et dangereux, et que ça allait ruiner sa vie et celle de la fille qu'il avait l'intention de droguer. Il n'a même pas sourcillé. Il m'a regardé en face et m'a dit que l'école où j'avais été envoyé avait fait de moi une mauviette, qu'il détestait combien j'avais changé, et qu'il avait essayé de me changer à nouveau avec Ami 2 et 3. Il m'a même dit qu'ils avaient parlé de moi derrière mon dos, et qu'ils avaient prévu de me donner un tour avec la fille une fois que Ami 1 en aurait fini avec elle, juste pour me montrer ce que je manquais. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit mot pour mot. « Je fais une faveur à cette petite p***, c'est une p*** vierge, et après cette fête, ta mère ne sera pas la seule à s'envoyer en l'air. » Je l'ai frappé. On s'est battu, et on a tous les deux été renvoyés chez nous pour s'être battus. Je n'arrivais pas à y croire, je bouillonnais. Mon meilleur ami avait dit ça. Mon meilleur ami m'avait dit qu'il allait violer une fille innocente lors d'une fête, et que j'étais une mauviette parce que je ne voulais pas me joindre à lui. J'étais dégoûté, j'étais écœuré jusqu'à la moelle, et j'en avais fini avec lui. Mes parents étaient déçus que je sois suspendu si peu de temps après mon retour à la maison, mais je suis resté assis tranquillement pendant que ma mère pleurait et que mon père me criait dessus. Je sais maintenant que j'aurais dû le lui dire, mais après ce que Ami 1 m'avait dit, j'avais cette idée folle dans la tête que j'allais lui renvoyer l'appareil tout seul. Et maintenant, la vengeance. Après avoir été puni pendant un week-end, je suis retourné à l'école, et la première chose que j'ai faite a été de chercher Ami 1. Il était à peu près aussi amoché que moi, mais il avait un bel œil au beurre noir à cause du coup que je lui avais donné au visage. Ami 2 et 3 se tenaient à ses côtés, et ils m'ont tous lancé un regard noir lorsque je me suis approché d'eux. J'ai alors fait quelque chose qui m'a rendu malade. Je me suis excusé auprès de lui. Je lui ai dit que j'étais désolé de l'avoir frappé, qu'il avait raison, que j'avais changé, que je détestais ce que cette école m'avait fait, que je voulais redevenir l'ancien moi. Ami 1 et moi avons même fait un câlin. Et j'ai mis la cerise sur le gâteau en leur disant que je viendrais à la fête. Et maintenant, mon plan d'ado stupide. Tout d'abord, j'ai commencé à les enregistrer chaque fois que nous étions seuls ensemble. Je voulais enregistrer tout ce qu'ils disaient à propos de la fête et de la fille qu'ils prévoyaient d'agresser. Je savais que j'avais besoin d'une preuve, sinon ce serait ma parole contre la leur. Et après quelques jours, ce que j'avais était plus que suffisant. Mais je n'avais pas fini. Non, mon stupide moi avait un plan, et j'allais le mener à son terme. La prochaine chose que j'ai faite, c'est de retrouver la fille, de la prendre à part, et de tout lui raconter. Elle était furieuse et effrayée, mais je l'ai suppliée de ne pas aller à la police, et de ne rien dire à personne. Je sais maintenant que c'était stupide, mais pour une raison ou une autre, elle m'a écouté. J'avais un plan fou et stupide pour leur donner une leçon. Je lui ai donc dit de dire à Ami 1 qu'elle allait le rencontrer à la fête, mais de rester à la maison, afin d'être en sécurité. Plus tard dans la journée, Ami 1 a commencé à se vanter que la fille avait accepté son invitation et que tout se passait comme prévu. Et je suis resté assis là, le téléphone à moitié sorti de ma poche, à enregistrer toute cette foutue histoire. La nuit de la fête arrive enfin, et je me faufile dehors, parce que, vous savez, j'ai été puni. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner que je ne me sentais pas comme apportant la justice, plein d'autosatisfaction de toute la nuit. Je me remettais en question, j'avais des doutes, mais d'une manière étrange, je me sentais trahi. Ces 3 garçons étaient mes frères depuis l'époque où je ne savais pas encore donner un coup de poing, et je me sentais trahi qu'ils aient emprunté cette voie. Ce qui me foutait encore plus la tête en vrac, c'était la possibilité que j'aurais pu être comme eux si mes parents ne m'avaient pas envoyé dans cette école. C'était un moment étrange de prise de conscience au milieu d'une maison de fraternité bondée et entourée d'idiots ivres, mais vous prenez ce que la vie vous jette à la figure. La soirée se poursuit, et Ami 1 est de plus en plus frustré par le fait que la fille qu'il a invitée n'est pas venue. J'ai fait en sorte de ne pas le perdre de vue pendant toute la soirée, ne voulant pas qu'il décide que n'importe quelle fille ferait l'affaire s'il ne pouvait pas prendre celle qu'il voulait. J'ai gardé un œil sur chacun d'entre eux, les regardant boire et boire, pendant que je restais aussi calme que possible, avec de l'eau dans une canette de bière. À minuit, ils étaient tous les 3 bourrés, et je savais que toutes les filles de la fête seraient en sécurité à ce moment-là. La foule se calmait, et quelques personnes qui n'avaient pas pu tenir l'alcool s'étaient déjà évanouies dans la maison. C'était le moment de briller,
Pendant qu'ils étaient tous les trois occupés à un jeu d'alcool, j'ai cherché dans le sac de Ami 1 et j'ai trouvé le sachet de petites pilules roses. C'est là que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier, mais je vais quand même vous le dire. J'ai glissé une pilule dans 3 bières chacune et je les ai remises à mes amis, puis j'ai attendu. Il n'a pas fallu longtemps pour que les 3 s'évanouissent sur le sol, en même temps que quelques autres invités. J'ai alors sorti de mon sac un feutre noir indélébile et j'ai écrit « violeur » sur leur front à tous les 3. J'ai pris des photos et les ai immédiatement uploadées sur la page Facebook de notre école, pour que tous les élèves de l'école puissent les voir. Il est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi à cette partie, car non seulement j'ai fait cela au vu et au su de toutes les autres personnes conscientes présentes à la fête, mais je savais aussi que les photos ne resteraient pas longtemps sur le site de l'école avant d'être retirées. Mais comme il s'agissait d'une petite école dans une petite ville, je ne doutais pas qu'un grand nombre de personnes verraient les photos avant qu'un enseignant ne les retire, et c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, il y a eu les enregistrements. Lorsque je suis rentré à la maison, mes parents m'ont réprimandé verbalement pour avoir fait le mur, mais ils ont arrêté lorsque je leur ai enfin raconté ce qui s'était passé. Ils étaient tous les deux choqués et un peu incrédules, mais lorsque je leur ai fait écouter les enregistrements que j'avais sauvegardés sur mon téléphone, ils étaient tout aussi écœurés que moi. Je suis resté silencieux dans la voiture, pendant que mon père me conduisait au poste de police, me faisant sermonner sur le fait que j'aurais dû venir le voir dès le début, et que ce que j'avais fait à la fête n'était pas nécessaire. Mais j'avais l'impression que c'était le cas à ce moment-là. Mon téléphone avait déjà été inondé de commentaires d'autres étudiants sur les photos de mes 3 ex-amis, avec le mot « violeur » écrit sur leur front. Si certains se contentaient d'en rire, d'autres s'interrogeaient sur la véracité des faits. C'est ce que je voulais. Je voulais que tout le monde sache qui ils étaient vraiment, pour qu'ils n'aient nulle part où se cacher. Les heures passées au poste de police ont été, il est vrai, très effrayantes. Je me demandais encore si j'avais fait le bon choix, mais mes amis avaient choisi leur propre destin. Je me sentais toujours blessé et trahi par le fait qu'ils s'étaient laissés aller à cette situation, et même si je me sentais un peu coupable d'avoir potentiellement ruiné leur avenir, j'ai fait ce que je pensais devoir être fait. Et pour faire court, les enregistrements ont suffi pour les inculper tous de préparation d'un crime. Comme la fille que Ami 1 avait l'intention de droguer avait été nommée, ses parents étaient naturellement furieux et ont exigé que mes 3 amis soient arrêtés. Je l'aurais été aussi si la fille n'avait pas dit à ses parents et aux tribunaux que je l'avais prévenu de ne pas s'approcher de Ami 1 et de la fête. J'ai été inculpé pour l'usage d'une substance illégale puisque j'ai admis avoir utilisé les pilules sur mes 3 ex-amis ainsi que pour coups et blessures, le marqueur permanent étant considéré comme une forme d'agression. Mais heureusement, je n'ai jamais été incarcéré. Par contre, j'ai été condamné à un grand nombre de travaux d'intérêt généraux. Ils ont tous les 3 été jugés comme des adultes dans une affaire de tentative de viol. Mais seul Ami 1 a été condamné à une peine de prison, car c'est lui qui avait obtenu les pilules et il était le seul à avoir admis vouloir les utiliser. Les 2 autres n'ont eu droit qu'à une mise à l'épreuve et à des travaux d'intérêt généraux pour avoir été complices, mais ils ont été complètement mis à l'écart dans notre ville. Personne ne les a jamais oubliés. J'étais prêt à faire face au retour de bâton, à me faire sauter dessus, mais bizarrement, je pense que le fait d'avoir vu Ami 1 aller en prison pour ce qu'il avait fait leur a fait entendre raison à tous les 2, et ils ont été assez sages pour rentrer à l'université sans bourse sportive, puisqu'ils ont tous 2 été renvoyés de l'équipe. Ils ne se sont plus jamais approchés de moi, ce qui m'a surpris, mais je ne m'en souciais pas plus. Dans mon esprit, mes amis étaient morts pour moi bien avant que tout cela n'arrive, et lorsque j'ai déménagé pour aller à l'université, tout cela était derrière moi. Je suis maintenant en dernière année d'université, et il m'arrive encore de penser à ces 3-là. Je me dis que si mes parents ne m'avaient pas envoyé dans cette école spéciale, j'aurais peut-être fini comme eux. Curieusement, ils me manquent parfois, mais je sais que c'est le souvenir des enfants qui me manque, pas les hommes qui sont devenus. J'ai toujours remercié mes parents de m'avoir envoyé dans cet endroit, et j'ai même reçu l'approbation de J lorsque je me suis senti assez viril pour lui raconter ce qui s'était passé. Je ne sais pas ce qui arrivera à Ami 1 lorsqu'il sortira de prison, mais une partie de moi espère qu'il apprendra sa leçon et qu'il avancera dans sa vie, comme je l'ai fait. J m'a appelé il y a quelques jours, juste pour prendre des nouvelles, et je lui ai raconté toute l'histoire, ce qui est un peu la raison pour laquelle je la raconte maintenant sur internet. Je suppose que la morale est qu'il faut tenir tête à ses amis quand on sait qu'ils font quelque chose de mal, mais peut-être pas de la manière stupide dont je l'ai fait. Il faut toujours faire appel à d'autres personnes plus qualifiées pour gérer les situations dont on n'est pas sûr, même si tu es un adolescent têtu et borné, qui pense tout savoir. Ouah, allez, ça y est, on est arrivé au bout. Oh, l'histoire de vengeance était géniale, mais à lire, il y avait certains passages, c'était pas simple. En tout cas, Hopi a réussi à sauver quelqu'un. J'y ai peut-être pas pris de la meilleure des manières, mais sans ça on n'aurait pas une histoire aussi bonne.
On vit dans un monde super, mais faites attention, il reste malgré tout des personnes mal intentionnées. Donc prenez soin de vous quand vous sortez, faites attention à vos verres, on sait jamais ce que quelqu'un peut glisser dedans. Faut pas pour autant que ça vous empêche de vous amuser. Pour finir sur une note plus légère, laissez-moi vous raconter une anecdote de mon BAFA. Pendant une formation, on avait pour sujet faire de la prévention santé, et nous on était tombé sur la tranche d'âge des grands. Genre collégiens, lycéens, même plus lycéens, je crois qu'on était sur les 15-17 ans, un truc comme ça. Pour faire la prévention, nous on avait choisi de faire une mini scénette, et cette scénette du coup concernait le sujet en question, donc le fait que quand tu vas dans une fête, on sait jamais ce que quelqu'un peut mettre dans ton verre. Donc on avait la petite scénette avec les acteurs, moi je faisais un peu le narrateur sur le côté, et j'arrêtais par exemple la scénette pour demander aux autres adultes qui jouaient le rôle des enfants, hein, des très jeunes adultes, s'il y avait quelque chose qui clochait. Donc on progresse au fur et à mesure du truc, et dans la scène il était prévu à un moment qu'en gros une des copines d'une des actrices glisse quelque chose dans son verre pendant qu'elle s'était absentée. Alors bien entendu rien de grave, hein, mais en gros on a juste glissé du sel dedans, vous voyez le genre. Donc on fait stop, les gens réagissent, etc. Ce qui était l'effet voulu, et ils en ont la bonne déduction. Entre-temps, la personne qui était partie est revenue pour pouvoir débattre du coup avec tout le monde. Et elle avait complètement oublié, et elle avait bu dans son verre malgré tout. Et du coup, on était tous morts de rire parce qu'elle savait qu'on allait mettre quelque chose dans son verre. Et malgré ça, elle a bu dedans. Donc bon, à tous ceux qui se disent « Oh oui, mais si on met quelque chose dans mon verre, ça se voit », bah la preuve que non, elle le savait et elle a oublié. L'histoire suivante est postée par Supprimé. Quand j'étais en 4ème, j'ai essayé de me faire une place dans l'équipe de drill. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe qui danse aux côtés de la fanfare, et nous étions séparés des pom-pom girls. Pensez aux Roquettes, c'est du French cancan, mais en plus maladroit. Si j'ai tenté ma chance, c'est parce que ces filles, vous savez, celles qui sont jolies, populaires et chouchous des professeurs, se sont moquées de moi quand je me suis présenté à la réunion d'information. Elles ont dit que je n'étais pas faite pour ça, et que je n'étais pas à ma place. Cela m'a rendu encore plus déterminé à apprendre les routines et à devenir un peu plus en forme pour pouvoir les faire. J'étais aussi souple qu'une jeune fille de 14 ans peut l'être, mais à la maison, j'ai pratiqué et je me suis étiré, et je me suis présenté aux répétitions et aux essais. Seules 2 ou 3 filles sympas n'ont pas voulu faire comme si j'étais radioactive dans la ligne lorsque nous devions nous tenir par les bras. J'ai passé les essais parce que je pouvais faire la routine. Mon père, qui possédait sa propre entreprise de réparation de voitures, n'était pas riche, mais il a réussi à payer mes frais de camp et mes uniformes. Il m'a déposé chaque matin au camp d'été en allant au travail. C'est là que nous avons appris les routines que nous allions exécuter lors des rassemblements et des matchs de football. Nous devions nous tenir debout dans la chaleur et l'humidité étouffante de la Louisiane au mois d'août et rester en position pendant plusieurs minutes. Au moindre mouvement, vous deviez faire des coups de pied. Il s'agissait d'une version des pompes ou des tours de piste, où vous vous teniez debout et faisiez des séries de 25 coups de pied pour chaque infraction. J'ai fini par avoir des ampoules sur le haut des bras, à cause du soleil. Oh, laissez-moi vous parler de la mécène, l'enseignante responsable. Elle était l'exemple même de la vieille femme grincheuse qui avait un enfant unique qui passait par ses équipes de danse et prenait des cours de danse privés. À l'époque, Dance Moms n'existait pas encore, mais c'était exactement comme ça qu'elle était. Elle me réprimandait pour les plus petites choses et en gros me persécutait avec les autres filles. Par exemple, alors que je me sentais faible parce que je devais faire des coups de pied pour la 3e fois de la journée, j'étais assise à côté d'une autre fille qui s'était fait une élongation d'un muscle ischio-jambier. Elle était assise avec nous et regardait sa fille, qui était notre chorégraphe bien sûr, commentant à quel point elle était merveilleuse et m'a dit de retourner sur le terrain. Elle pouvait comprendre pourquoi l'autre fille était assise, c'était une athlète donc elle avait un passe-droit. Elle faisait du basket. Elle me criait de l'autre côté du gymnase de rentrer mon ventre. Elle m'a dit que j'étais impoli quand je mangeais avec tout le monde et que je riais de quelque chose que quelqu'un avait dit et que je toussais sur mon sandwich. Les autres filles me disaient aussi des choses, et c'est comme si elles les encourageaient. Non seulement le collège n'est pas une bonne chose, mais en plus c'est malsain. J'ai essayé d'être forte et de leur montrer que je pouvais le faire, mais j'ai pleuré dès que je suis rentrée à la maison. Cette époque était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Notre journal étudiant publiait un classement basé sur des caractéristiques physiques, telles que les plus beaux cheveux et le meilleur sourire. C'est une façon d'abattre les enfants vulnérables et complexés. Le soir de notre premier match, j'attendais qu'on vienne me chercher avec quelques autres et la mécène. Elle est allée aux toilettes et est revenue avec une fille qui avait été surprise en train de fumer dans les toilettes avec des lycéens. Sa punition a été de ne pas participer au prochain match.
Mon père était en retard. Il devait travailler et ne pouvait pas laisser son magasin sans surveillance. Et après environ 30 minutes, elle m'a dit « Tu sais que ça veut dire que tu n'es plus dans l'équipe ?» Mon père est arrivé quelques minutes plus tard, et dès que je suis monté dans son camion, je me suis mise à sangloter. Je lui ai raconté ce qui s'est passé, et il m'a dit « 1 minute, je reviens tout de suite. » Et il a commencé à faire des reproches à cette femme à propos de son attitude envers moi. La revanche. Des années plus tard, cette femme amène sa voiture à l'atelier de mon père pour la faire réparer. Il se souvient d'elle, mais elle ne se souvient pas de lui. Elle était tout aussi condescendante qu'elle l'avait toujours été, le traitant comme un humble serviteur sous ses ordres parce qu'il effectuait un travail manuel. Il rédigeait son devis pour l'assurance et elle n'arrêtait pas d'essayer de lui faire ajouter des choses qui n'étaient pas causées par l'accident pour lequel elle était là. Des choses comme une bosse sur le pare-choc arrière alors que les dommages étaient à l'avant, etc. Il ne voulait pas le faire et elle s'est énervée et a dit que s'il ne le faisait pas, elle lui ferait retirer sa licence. Depuis que mon père s'est fait cambrioler dans son atelier et voler ses outils, il a installé des caméras. Il a envoyé cette vidéo à l'experte en sinistre, avec laquelle il entretenait depuis longtemps de bonnes relations dans le cadre de son travail. Et elle a été accusée de tentative de fraude à l'assurance. Je ne connais pas l'étendue exacte de l'affaire, mais elle devait être contente que les menaces contre le gagne-pain de mon père n'aient pas été ajoutées à l'accusation. Et après on se demande pourquoi il y a des enfants qui vont pas bien mentalement. Il y a des gens, faut croire que ça les tuerait d'être gentils. L'histoire suivante est postée par The Mime Daddy. Ok, un peu d'histoire. J'avais 13 ans et je vivais dans un quartier très chic. Chaque année, nous organisions un concours de la meilleure pelouse. Le prix pour le gagnant était un chèque de 500 $. Certains de mes voisins sont très gentils, mais d'autres sont de riches snobs. Je m'occupais du jardin de mes parents et j'ai travaillé très dur pendant 2 heures. La reine du monde promenait son chien et m'a aperçu en train d'admirer mon travail. Cette personne est généralement une knasse avec tout le monde, et je voulais éviter la conversation. Mais elle m'a interpellé, et la conversation s'est déroulée de la manière suivante. Les protagonistes de l'histoire sont bien entendu la reine du monde et moi. « Wow, tu as fait tout ce travail ?» Oui, je travaillais pour le concours de pelouse. « Tu as fait du bon travail? Tu penses que tu peux t'occuper de ma pelouse ?» Si vous me payez à l'heure, je serais heureux de travailler. Pourquoi dois-je payer ? Parce que je vous aide à me faire concurrence, je veux en tirer un certain profit. D'accord, 10 $ de l'heure. Le lendemain, je m'occupe de sa pelouse, très envahie par les mauvaises herbes, et je pense que je me suis bien débrouillé. Je ramasse toutes les mauvaises herbes, je coupe l'herbe, et j'achète même des fleurs pour les parcelles de terre où se trouvaient de gros patchs de mauvaises herbes. Après 4 heures de travail, j'ai frappé à la porte de la reine du monde pour lui montrer le résultat, pensant qu'elle serait impressionnée. Je me trompais lourdement. « Qu'est-ce que c'est ?» J'étais confus, mais je voulais voir si je n'avais rien raté. « Quoi ? L'herbe n'est pas de la bonne couleur. »« L'herbe est verte. De quelle couleur est-elle censée être ? » ?»« Orange, je veux que ma pelouse ait des couleurs d'automne, ce qui, j'en suis presque sûr, est une excuse inventée. » Vous n'aviez pas dit ça. Vous auriez dû le savoir. Maintenant, sortez d'ici, parce que vous avez ruiné ma pelouse et que je ne vous paierai pas. Attendez, quoi ? La reine du monde rentre dans sa maison et claque la porte. Je rentre chez moi et commence à préparer ma vengeance. Dans le quartier, j'entends Reine du monde se vanter de sa pelouse parfaite. Environ 1 semaine plus tard, je reste debout jusqu'à minuit. Je vais au tas de compost derrière ma maison et je ramasse toutes les mauvaises herbes que j'ai jetées de mon propre jardin. Je vais chez Reine du monde et je passe encore 1 heure à arracher ses fleurs, à ajouter de l'appât à insectes et à replanter les mauvaises herbes dans son jardin. Ce matin-là, c'était le matin du concours. Le matin même, son jardin était infesté d'insectes et donnait l'impression que la maison avait été abandonnée. Cela valait la peine de faire tout ce travail pour voir le visage de la reine du monde le matin. Imaginez un enfant qui vient de voir son ours en peluche préféré se faire déchiqueter. Nous n'avons pas gagné le concours, mais la reine du monde est arrivée dernière et a été humiliée. La reine du monde savait que c'était moi et essayait de m'attirer des ennuis, mais je lui ai demandé si elle avait des preuves. J'ai également raconté la situation à tout le voisinage, si bien que les autres voisins ont commencé à ne plus l'aimer. La reine du monde ne m'a plus jamais adressé la parole et a fini par déménager, peut-être à cause de l'humiliation. Croyez-moi, les gens riches se soucient beaucoup des pelouses. Tout ça pour 40 $. Qu'est-ce que tu vas refuser l'argent au gosse qui vient de passer 4 heures à faire ta pelouse ? Ça se fait pas. Franchement, faut être infâme.
L'histoire suivante est postée par Tadeuse. C'est arrivé il y a environ 3 semaines. J'ai déménagé de chez ma mère, car je partais à l'université pour étudier les mathématiques et la physique. Mon frère avait une petite amie que j'aimais beaucoup et que je respectais. Je l'ai rapidement acceptée comme un membre de ma famille. Elle passait beaucoup de temps chez nous, car ses parents étaient un véritable cauchemar. Ils étaient assez pauvres, ce qui n'a rien à voir avec le fait qu'ils étaient d'horribles parents, juste pour le contexte. Mais ils étaient aussi très radins. Ici, en Allemagne, vous recevez de l'argent pour votre enfant. On appellera ça allocation enfant, afin de lui acheter de la nourriture et de lui fournir un abri, de la chaleur et des vêtements. Ses parents n'ont pas dépensé l'allocation enfant pour lui acheter quoi que ce soit. Elle devait dormir dans une chambre sombre et froide, acheter ses propres vêtements et n'avait pas d'argent de poche. Le seul argent qu'elle recevait provenait de son travail de factrice. Ce travail ne lui rapportait que 48 € par mois, et sa carte de bus lui coûtait déjà 58 €. Elle devait donc demander à sa mère de lui prêter de l'argent qu'elle devait lui rembourser. Ses parents ne voulaient pas qu'elle déménage ou qu'elle aille étudier, car elle était bien trop intelligente pour qu'ils puissent la contrôler, contrairement à son simple frère. Lorsqu'elle a dit qu'elle voulait partir avec mon frère à la ville, où elle avait obtenu une place d'apprenti, sa mère a failli exploser. Elle avait en fait espéré qu'elle n'obtiendrait pas le poste, afin qu'elle puisse réaliser à quel point elle était stupide de vouloir un bon avenir pour elle-même. Vous pouvez imaginer à quel point ses parents détestaient mon frère. Avance rapide. Je reviens à la maison pour y passer quelques semaines et rendre visite à des amis et à de la famille. Elle est comme d'habitude chez nous. Ma mère m'a alors annoncé qu'elle vivait ici, de manière permanente, étant domiciliée à notre adresse. Je suis un peu abasourdi, car quelques jours auparavant, je lui avais suggéré la même chose, et elle m'avait répondu qu'elle ne voulait pas rompre les liens avec sa famille. Mais les choses ont changé lorsque sa mère a essayé de découper sa robe de bal de fin d'année que ma mère lui avait offerte. Elle était furieuse de ce que sa mère voulait faire. La mère a simplement expliqué qu'elle n'avait jamais eu une aussi belle robe, alors pourquoi sa fille en aurait-elle une ? La petite amie de mon frère a appelé mon frère, et ma mère l'a conduit chez elle, puisque sa voiture était en cours de réparation. Ils ont emballé le maximum d'affaires qu'ils pouvaient transporter, mais n'ont pas pu prendre un grand nombre d'affaires que la petite amie de mon frère avait reçues en cadeau, puisqu'elle ne les avait pas payées et que ces affaires n'étaient donc pas à elle. Ainsi, son vélo, ses vêtements donnés par sa tante et certains cadeaux qu'elle avait reçus de mon frère ont dû être laissés sur place, car elle menaçait d'appeler les flics. Les derniers mots ont été « Tu pourras toujours revenir vers nous !» Oh la vache !« Tu pourras toujours revenir vers nous quand il t'aura battu à mort. Nous, on t'aime !» Mon frère peut être une fichue tête de lard, mais il n'a jamais été violent envers qui que ce soit. Depuis ce jour, elle vit avec nous. Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Comme ma mère est très douée en droit, nous avons obtenu de ses parents qu'ils lui versent l'allocation pour enfants qu'ils lui doivent. Nous avons également demandé une aide financière pour elle, puisqu'elle n'a pas de revenus. Elle n'a que 18 ans, elle recevra donc beaucoup d'argent, plus l'argent des allocations enfants, plus les revenus de son apprentissage, plus un petit extra de notre famille. Comme elle ne vit plus avec sa famille, le Von Ungasgeld a également beaucoup diminué. Il recevait le Wohngeld, qui est une aide financière accordée par personne et par mètre carré d'espace habitable. Il faut dire que ses parents s'offraient des montres connectées et des ordinateurs portables à Noël. La petite amie de mon frère, elle, avait reçu une bouteille de shampoing avec une étiquette de réduction. Au bout de quelques jours, ils ont réalisé qu'il se trouvait dans une situation financière délicate et qu'ils devaient lui rembourser 4 mois d'allocation enfant, ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils ont demandé à ce que le montant soit divisé par 2, ce que la petite amie de mon frère aurait pu accepter. Mais elle a pris un stylo et a dit « Dans vos rêves », a rayé leur plaidoyer et l'a remis dans l'enveloppe. Aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec sa famille, qui a essayé par de multiples moyens de l'atteindre. Je l'admire vraiment pour avoir gardé son sang-froid pendant toutes ces années. Elle est géniale. Déjà, je m'excuse s'il y a des Allemands qui ont écouté le massacre que j'ai fait. Ensuite, t'as une super famille, Yopi, et vous avez l'air d'être des gens sacrément bien. Cette fille doit être contente de la famille de son petit copain. Ça rompt avec le cliché de la belle-mère atroce. Enfin, pas pour ton frère du coup. En parlant de la mère, c'est quoi cet horrible parent ? En général, tu veux que ton enfant il soit heureux, qu'il s'épanouisse, qu'il réussisse dans la vie. Là, elle se trouve un copain qui est gentil, la famille du copain lui offre des cadeaux. Ton premier réflexe, c'est de massacrer le cadeau parce que t'as pas eu le même. Je sais pas, c'est le genre de réaction que je m'attends à voir entre des enfants qui s'entendent pas du tout, genre t'as eu un super cadeau, moi j'ai rien eu, je suis pas content, du coup je massacre ton cadeau.
Ouais, à la limite. Mais genre chez des enfants de 6 ans, quoi. Peut-être 12 s'ils sont un peu dérangés ou mal éduqués. Mais franchement, un adulte envers son enfant, ridicule. Enfin bon, content que cette fille ait réussi à quitter cette famille toxique. L'histoire suivante est postée par Present Platypus. Je suis une femme dans la trentaine, et je suis une personne qui cherche à faire plaisir aux gens à un tel point que c'en est un défaut, et ce, depuis toujours. Je travaille dans le domaine du marketing depuis plus de 10 ans. Au fil des ans, j'ai eu ma part de patrons qui étaient bons, moyens, et certains qui étaient nuls. Il y en a une en particulier qui s'est démarquée comme étant horrible. Cette histoire date d'il y a plus de 5 ans. Pamela, 40 ans, était vice-présidente du marketing et des ventes pour un revendeur de taille moyenne. Elle a commencé à travailler dans l'entreprise quelques années après moi. Et si les rumeurs sont vraies, elle était le 4e choix pour le poste et a simplement été embauchée pour que la société puisse apaiser ses actionnaires. J'étais manager sous ses ordres, et mon travail consistait à m'assurer que le site web et les magasins présentaient correctement leurs produits, recevaient tous les documents de vente mensuels, géraient la publicité, établissaient et géraient le budget du département, géraient tous les projets et présentations briefs créatifs pour les projets à venir, etc. En bref, je faisais son travail et toutes les tâches administratives pour maintenir le département à flot. J'ai géré tout cela parce que j'avais accès à son mail et que j'ai souvent envoyé des mails en son nom pour que le service continue de fonctionner. Pamela passait le plus clair de son temps à se présenter après 10h du matin, à prendre des déjeuners d'affaires et à organiser des fêtes d'entreprise. Je ne sais même pas pourquoi nous faisions ces fêtes, mais je les organisais aussi. J'ai toujours demandé pourquoi elle dépensait une si grande partie de notre budget pour ces événements, alors que nous n'avions pas les ressources budgétaires pour tout cela. Pamela m'a dit de prendre sur les budgets des mois à venir pour payer les dépenses excessives du mois en cours. Ainsi, au début de chaque mois, j'avais un budget original, et à la fin du mois, je devais rendre un budget édité. Édité sous la direction de Pamela, qui donnait l'impression que les dépenses de Pamela étaient sous contrôle. C'est important pour la suite. J'ai certainement fait des erreurs ici et là, en étant responsable de tant de tâches, et je me suis constamment retrouvé à faire des journées de 12 heures, réparties entre le bureau et le travail, après que mon enfant soit allé au lit. Le week-end, je travaillais aussi, avant le réveil de ma famille et après qu'elle se soit couchée. Pendant la première grande période de vacances que Pamela a gérée, les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Pamela n'arrêtait pas de changer d'avis sur les visuels des magasins, faisait appel à de nouvelles agences de publicité et de relations publiques pour augmenter les ventes. Toutes ces agences étaient composées de ses amis proches. Et elle ignorait les promotions prévues par nos équipes d'achat et de marchandises, au profit de ses propres meilleures promotions. À cette époque, je souffrais d'une infection qui s'est transformée en septicémie, et j'ai été hospitalisé. Le médecin et mon mari m'ont dit que c'était dû au stress du travail et que j'avais besoin de faire une pause. En me rétablissant, j'ai réalisé à quel point je me faisais du mal à moi-même, à ma famille et même à l'entreprise pour laquelle je travaillais. Finalement, mes vieilles habitudes m'ont rattrapé, et j'ai pris mon téléphone et vérifié mes mails et ceux de mon patron. Ce que j'ai trouvé m'a mis hors de moi. Tout d'abord, j'ai reçu un joli bouquet de fleurs de la part de la direction générale qui me souhaitait de bonnes choses. Et je savais que Pamela avait organisé la livraison. Elle m'avait envoyé ses fleurs préférées. En haut de sa boîte de réception des 3 derniers jours se trouvaient des mails qui n'avaient manifestement rien à voir avec les affaires. Ce que j'ai trouvé dans ces mails, c'est que Pamela envoyait des mails à ses amis pour se plaindre du fait que je ne pouvais pas me débarrasser d'une septicémie et de retourner au travail. Elle s'est également plainte de ne pouvoir trouver aucune de mes notes, feuilles de calcul ou documents pour le travail dont elle était techniquement responsable. Ils étaient sur notre disque dur commun et étiquetés très clairement. Enfin, j'ai trouvé un mail dans lequel elle demandait à une amie d'une entreprise précédente des conseils sur la façon d'augmenter les ventes et de sauver son emploi. Dans ce long fil de discussion, cette ancienne collègue demandait s'il y avait quelqu'un qui gérait la plus grande partie du travail. Et bien sûr, Pamela a répondu que c'était moi. Cette collègue a expliqué que c'était clairement ma mauvaise gestion qui causait des problèmes et que je pourrais être blâmé si les ventes ne s'amélioraient pas d'ici la fin de la saison. Pamela a mentionné que j'étais à l'hôpital et a répété les commentaires de son autre chaîne de mails. Cette personne a dit qu'elle ne pouvait pas me renvoyer directement parce que cela pourrait ressembler à des représailles, parce que j'avais besoin de prendre un congé médical d'urgence. Mais si Pamela pouvait prouver que je volais l'entreprise ou que j'utilisais les ressources de l'entreprise à mauvais escient, elle aurait des raisons de me renvoyer et de m'utiliser comme bouc émissaire. À mon retour, Pamela m'a convoqué dans son bureau et m'a dit qu'elle était inquiète que j'en fasse trop, et qu'elle voudrait me décharger de certaines tâches. Elle m'a annoncé qu'elle me débarrassait de la gestion du budget du département.
Elle m'a demandé de ne déposer qu'une petite pile de factures à la comptabilité. De plus, Pamela m'a dit que je ne devais en aucun cas parler à la comptabilité de quoi que ce soit concernant les budgets. Et aussi, si j'avais des inquiétudes concernant le service ou la charge de travail, je n'avais pas le droit de m'adresser au RH. Je devrais en discuter directement avec Pamela. Oh oui, je voyais bien où cela allait nous mener. Malheureusement pour Pamela, j'avais établi une relation avec Loïs, la cinquantaine, qui était notre comptable principal. Loïs a toujours dit qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour m'aider si je le lui demandais. Sachant cela, j'ai pris la pile de factures sur le bureau de Pamela pour la donner à la comptabilité. J'ai aussi ajouté les chaînes de mails que j'ai lues pendant que j'étais à l'hôpital, et le budget actuel non édité que Pamela n'avait pas encore touché pour le mois en cours. J'ai aussi trouvé dans mon classeur les copies papier des anciens budgets avec l'écriture de Pamela sur les chiffres à changer pour équilibrer notre budget. Enfin, j'ai ajouté un mail de notre première série d'ajustements budgétaires où Pamela menaçait subtilement de mettre quelqu'un d'autre à mon poste si je ne pouvais pas faire ce qu'elle demandait. J'étais donc en train d'aller déposer les factures à la comptabilité quand je suis tombé sur Loïs. Elle a parlé des factures et je l'ai regardé sévèrement en lui disant que Pamela est la seule personne de notre service à qui Loïs est autorisé à parler de notre budget et de nos factures. Loïs a vu le dossier, suspicieusement épais, sur son bureau. A fait un signe de tête ferme et m'a affectueusement chassé de son bureau. Dans la semaine, Pamela a été licenciée. D'après ce que j'ai compris, elle n'a cessé de changer d'emploi au cours des dernières années. Le PDG et les RH m'ont fait venir pour s'excuser personnellement de tout ce que j'ai enduré et m'ont donné une semaine de congé payé que je peux prendre à ma guise. Étant donné d'autres problèmes avec cette entreprise, je l'ai quittée un an après. Ce qui m'amène à aujourd'hui. Je suis à nouveau directrice des ventes et du marketing. J'ai un patron merveilleux, Mike, un homme dans la quarantaine, qui me fait confiance dans mes décisions concernant les affaires et qui me soutient dans presque tous les domaines. Nous sommes en train d'embaucher mon équipe pour que je sois la seule à la gérer et à la diriger. Aujourd'hui, j'ai regardé les candidats, et j'ai trouvé le CV de Pamela parmi des dizaines d'autres. J'ai fixé son nom, me demandant combien d'autres personnes portaient le même nom qu'elle. Après vérification, oui, c'est bien elle. Elle a définitivement dégringolé les échelons de l'entreprise, le titre de vice-présidente de notre ancienne société étant le plus élevé qu'elle ait obtenu. Et, sans surprise, elle a enjolivé ses réalisations, revendiquant le travail que je gérais comme étant le sien, et prétendant avoir généré une croissance des ventes de 87% pendant la période des fêtes dans notre ancienne entreprise. En tant que personne qui aime faire plaisir aux gens et qui croit fermement qu'il faut donner une chance à tout le monde, je n'ai jamais été aussi satisfaite de cliquer sur « Disqualifier ». Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que tu faisais le boulot de deux personnes ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle te donnait tout le travail qu'elle avait à faire, et qu'ensuite, elle disait que c'était elle qui l'avait fait. C'est bien d'être gentil et de vouloir faire plaisir aux gens, je suis un peu comme ça aussi. Mais faut pas se mettre à faire le travail des autres pour autant. Quand c'est une fois pour dépanner, pour lui filer un coup de main, et en général c'est à charge de revanche. Mais là, c'était clairement genre, fais mon travail à ma place, et bah moi je collecte mon chèque alors que c'est toi qui bosses. C'est pas méga ouf. En tout cas, sympa l'histoire, et surtout content que tu sois en train de travailler dans un endroit qui te plaise. L'histoire suivante est postée par Blue Tuesday. En gros, j'ai emménagé dans un appartement de 2 chambres, il y a 2 mois, avec Sarah et Jessica. Sarah est sur le bail, Jessica est la petite amie de Sarah, et n'est pas sur le bail. Je paye 50%, Sarah paie 25%, et Jessica paie 25% du loyer. Ce n'est pas ma situation idéale, mais je cherchais désespérément des colocataires à l'époque. Avance rapide de 2 mois. Ce sont d'énormes feignasses qui ne font jamais rien, alors je nettoie derrière eux tout le temps. Je passe l'aspirateur dans le salon, je passe la serpillière dans la cuisine, je fais la vaisselle, etc. Je fais la plupart des courses, nourriture et commodités, comme le papier toilette, qu'elles consomment toutes les deux très rapidement. Sarah a un chat dans l'appartement, ce qui n'est pas autorisé, et a régulièrement un chien, ce qui n'est pas autorisé non plus. Le loyer est payé en retard, et les charges au dernier moment. De plus, les filles fument de grandes quantités d'herbe et bien que je m'en moque, je leur ai demandé d'être assez respectueuses pour aérer l'appartement et garder la fumée hors de ma chambre. La semaine dernière, les choses ont mal tourné. Sarah et Jessica m'ont entendu râler parce que je devais nettoyer après elles. Et après m'avoir ignoré pendant quelques jours, elles m'ont envoyé un long message pour me dire qu'elles trouvaient cela impoli, etc. Alors, j'ai laissé sortir tout ce qui me dérangeait, et je leur ai dit que si elles ne voulaient pas vivre avec moi, je les libérerais volontiers du bail.
Je rembourserai la caution et elles pourraient partir. Cela les fait paniquer et elles me disent « C'est 2 contre 1, nous allons te forcer à déménager ». Oh que non. Je les ai bloquées sur toutes les formes de réseaux sociaux et moyens de communication. Le lendemain, je suis allé voir les gérants de l'appartement et j'ai signalé les 2 animaux interdits et l'occupante qui n'est pas sur le bail. Un rappel des règles du bail leur a été donné. Sarah et Jessica l'ont jeté directement à la poubelle. Je reviens d'un séjour de 4 jours chez mon père et je vais directement signaler l'occupante qui n'est pas sur le bail, Jessica, à qui on a déjà demandé une fois de partir, et les 2 animaux non autorisés qui étaient censés être partis depuis longtemps. À ce stade, Sarah et Jessica commencent à s'énerver. Jessica me hurle des obscénités à chaque fois que j'entre ou que je sors de ma chambre. 2 fois, elle a passé une demi-heure à marteler ma porte et les murs de ma chambre. Elle me nargue à travers la porte pour essayer de me faire ouvrir. Tout cela est enregistré discrètement sur mon téléphone, alors que je n'ai toujours pas dit un mot. Hier, je suis retourné au bureau pour finaliser la location de mon nouvel appartement et pour signaler d'autres violations. Quand je suis rentré à la maison, la porte était verrouillée et je n'avais aucun moyen d'entrer. C'est ce que j'attendais. Jessica me nargue à nouveau, sur la vidéo, et m'enlève mon chapeau de la tête en me frappant le front avec le dos de la main. Bingo. La vengeance. J'appelle les flics. Je dénonce Sarah et Jessica comme étant des drogués. Je fais confisquer tout leur attirail et j'obtiens un rapport de police pour coups et blessures. Lundi, je serai en route vers le bureau du procureur pour porter plainte. Les gérants des appartements recevront également une copie de ce rapport. De plus, demain est le dernier jour pour payer le loyer avant qu'il ne soit trop tard. Sarah et Jessica ont disparu tôt ce matin. S'ils ne paient pas le loyer, je vais leur faire appliquer la clause d'abandon, les faire expulser et faire changer les serrures. Tout ça avant que je ne déménage demain. C'est 2 contre 1 ? Repensez-y. Jolie vengeance, Sophie. Ça, c'est le genre de colocataire que personne n'a envie d'avoir, et le fait que t'aies réussi à les mettre à la porte, ça fait plaisir. Enfin bon, si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à poster vos histoires ou ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.